Alors c'est vraiment avec un grand bonheur que je vous présente Louis Langret, avec qui on va passer donc une heure et demie sur ce séminaire autour de la question du temps dans l'écriture musicale et la manière avec laquelle on... C'est pas de ma faute. Allô? Vous m'entendez? Oui. Et là c'est mieux, vous m'entendez? Bon, pardon. Donc je disais que c'était un grand bonheur de pouvoir passer du temps avec Louis Langret. Je suis très heureux qu'il ait accepté de venir nous retrouver pour passer cette heure et demie ensemble, pour aborder la question, en fait, la question du temps. Comment, un peu comme je l'ai déployé dans la notion de la leçon autour du verbe voir, le temps est véritablement ce qui, dans l'écriture, est le plus étrange quand on écrit. Et je me suis dit que là où il se déployait de la manière la plus vive, c'est vraiment dans la musique. Louis est chef d'orchestre, il dirige l'opéra comique, tu as dirigé aussi toutes sortes d'orchestres, tu as été directeur musical de l'orchestre de Cincinnati, hein, et tu as dirigé tout plein d'orchestres à travers le monde, tu es souvent invité comme chef. Voilà, on pourra éventuellement revenir sur ton trajet si c'est nécessaire à l'intérieur de l'échange, mais j'avais envie d'abord, avant de rentrer dans la question du temps, de te poser, de te demander, d'abord de façon extrêmement sensible et subjective, qu'est-ce qui fait que... Comment tu as découvert la musique? Est-ce que c'est un milieu familial? Est-ce que c'est curiosité? Comment enfant, comment la musique est arrivée? Vous ne m'entendez pas? C'est pas grave. Voilà. Alors, il faut que je vous regarde. Voilà. Donc, comment est-ce que comment tu as rencontré comment tu as rencontré la musique, Louis? Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis très très impressionné, très ému et je me réjouis de cette heure. Comment je suis arrivé à la musique? J'ai pas eu le choix. Mon père était musicien et donc je crois que j'ai appris à parler le langage musical, à le lire en même temps que le français. Mais je crois qu'on parle tous la musique. On parle... c'est-à-dire la musique, c'est pas un art en soi, c'est un moyen d'expression. Et dès que, et c'est ce qui est formidable à l'opéra comique, qui est un théâtre où on parle et on chante, c'est que dès qu'une émotion s'empare de vous, les mots ne suffisent plus, il faut les porter plus haut, il faut les chanter. Même lorsque votre équipe de foot gagne un match, même si vous n'allez jamais au concert, si vous ne savez pas lire une seule note de musique, vous chantez « On a gagné ». Et jamais vous ne chanterez « On a gagné » ou « On a gagné ». C'est antinaturel. Donc la musique est quelque part le moyen, au-delà des mots, le plus direct pour exprimer une joie, une peine, une terreur, un bonheur, lorsqu'il y a ce surplus d'émotions. Et c'est des choses que tu t'es mis à les entendre rapidement, c'est-à-dire ce rapport à l'émotion, ce rapport émotif dans la voix, dans la parole des gens, ou ce rapport naturel, ce que tu dis du « on a gagné », est-ce que c'est des choses que tu as entendues rapidement ou tu les as entendues grâce au travail des partitions, de l'écoute des compositeurs? Comment s'est déployée ta connaissance de ce rapport émotif et ce rapport sensible de la voix à la musique? Mais parce que c'est sensible, ça ne s'analyse même pas, ça se vit. Je crois si on prend... pardon, quand je manque de mots, c'est plus facile pour moi de mettre un piano. Si vous avez ça... qui est la phrase la plus banale, tout d'un coup vous allez... Ça nous raconte quelque chose de complètement différent.
Et si c'est encore autre chose. Et tu parlais d'apocalypse, de révélation, de... Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études musicales pour ressentir ça. Et puis, le bonheur d'être ici avec toi. On le ressent tous. Donc c'est pas l'étude d'une... On n'apprend pas à parler une langue en étudiant ces poètes ou ces grands auteurs. On l'apprend, on la parle, et puis voilà. Et après, aussi simple que toutes ces phrases-là, il faut les faire vivre en nous, et puis on les ressent chacun à notre manière. Et alors comment là ça c'est vraiment pour moi c'est une question vraiment importante, quand on regarde une partition, voilà, je ne sais pas qui parmi vous, combien parmi nous aujourd'hui savent lire une partition, mais j'imagine que si je posais la question qui est-ce qui est capable de lire un texte, j'imagine qu'à peu près tout le monde devrait lever la main, mais si je disais qui parmi nous est capable de lire ceci, excuse-moi, si je me permets, voilà, combien de gens sont capables de lire ceci? Et il y en aura peut-être beaucoup moins, il y en a, mais beaucoup moins. Alors, comment on passe de ça? Tu es chef, donc tu lis, voilà, tu dois faire entendre une œuvre, que ce soit une œuvre opératique ou une œuvre musicale, tu dois la faire entendre, c'est-à-dire te faire passer de ça aux oreilles, comme chef. Et comment tu rentres comment tu lis, qu'est-ce qui compte pour toi quand tu lis ça? En lisant, tu entends, mais comment tu entends le temps? C'est vraiment la question. Comment est-ce que, par exemple, c'est marqué moderato, mais moderato, c'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui décide du temps? Comment le temps se décide? Le compositeur, quand il a écrit, peut-être que lui, il entendait de façon extrêmement précise un rythme. Quand j'écris un texte, avec les virgules, les points-virgules, je sais que ce que le lecteur va lire va être exactement ce que j'ai écrit dans le temps que j'ai écrit. Il ne pourra pas le lire plus vite que le temps que je lui impose. Oui, mais il le percevra différemment. Oui. C'est pour ça que quand il y a un livre qui nous a passionnés, émus, on a l'impression qu'il parle de nous. Vous allez voir une adaptation au cinéma, et 99% du temps, on est déçu, on a l'impression que l'auteur a été trahi, parce qu'on l'a lu à travers notre propre sensibilité, enfin, tout ce qui fait qu'on est chacun unique, mais c'est la même chose pour la musique. Il y a un mot qui est, je trouve, très dangereux, c'est les interprètes. Je crois qu'il faut lire les œuvres, il ne faut pas jouer à l'interprète. Comment tu lis alors? Comment tu évites d'être un interprète? Parlons d'une œuvre que tu connais et que j'aime particulièrement, qui a été créée à l'Opéra Comique et que tu mets en scène en ce moment à l'Opéra de Paris, Péléas et Mélisande. On vous a préparé, si tu prends le début de Péléas. Lequel? Celui de Abbado? Oui, de Abbado, si celui tu veux. de Abbado, ok. Alors, début de Péléas et Mélisande par Abbado. Qu'est-ce que ça nous évoque? Alors,
en musique, il y a la musique tonale, il y a la musique modale. Là, on est en mode dorien, c'est-à-dire mode de ré. En fait, vous avez ce début. Et rien que par ces 4 notes, on sent qu'il y a longtemps, avec les 3 points de suspension de Maeterlinck. Et la musique nous le dit. Il était une fois, il y a très longtemps, très très profond. Parce que normalement, si on était dans la musique tonale, mais là, il y a ces sons du... Donc ça nous évoque la musique de temps lointain, par le simple fait d'utiliser ça. En plus, là, c'est dans une tonalité, plutôt une tessiture très grave. Il n'y a pas de lumière. Et il répète. Et ensuite, tout d'un coup, on est dans un autre mode, la gamme par ton. Donc non pas, mais qui nous évoque autre chose. En plus, ce rythme, justement, tu parlais du rythme incertain. Juste 2 notes, avec des rythmes pointés, ce qu'on appelle des rythmes binaires, ternaires. Comment mieux décrire ce sentiment d'insécurité, d'instabilité rythmique, aussi là on ne sait pas du tout en quelle tonalité on est. Alors que si on était... Voilà, ça c'est clair, c'est franc. Ben là c'est évidemment un orchestre somptueux, le Philharmonique de Vienne et Claudio Abbado, mais c'est presque trop interprété. Comment tu l'entends que c'est trop interprété? Qu'est-ce qui... Ben là, il phrase, il va vers la 2e mesure, là ça fait... Moins que ça, mais... Il charge, ils veulent montrer les ombres, l'atmosphère un peu hitchcockienne. Si on lit juste, il se passe presque rien, et on le répète. Oui. Du coup, c'est le rôle de l'interprète, ou plutôt faire l'interprète fait que vous devenez un écran entre l'œuvre et les spectateurs, alors qu'on doit être un filtre. Voilà, donc ce début. Mais là, ce que je dis, s'il y a des gens qui ne savent pas lire la musique, tout le monde ressent à votre manière, mais ressent ça. Il y a longtemps, il était une fois. Donc c'est le mode de Ré. Et puis, puisque c'est l'année Ravel quand même, cette année, le 150e de la naissance de Ravel, vous prenez le début de Ma mère loi. Là aussi, on a l'impression qu'on nous parle d'il y a longtemps. Mais alors, quand tu dis que tu n'aimes pas le mot interpréter, qu'il faut donner l'œuvre, oui, quand même, tu
tu ne peux pas faire abstraction de qui tu es, de ce que ça te fait éprouver. Non, parce que je la lis différemment, je la ressens différemment. Mais quand tu lis le français, une table, c'est une table, un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Tu ne fais pas semblant que ce soit du vin ou quoi que ce soit. C'est concret. Mais dans la musique, alors justement, je me suis dit, prenons l'œuvre, sans doute en musique, parmi les plus connues, que tout le monde connaît, même les gens qui ne sont jamais allés à un concert. Mais la 40e de Mozart. Laquelle? Celle de Harnoncourt. D'accord. Alors, c'est laquelle? Je pense que c'est celle-là, ouais. C'est celle-là. C'est ici. Non, c'est pas ça. Ça, c'est... Je vous ai pas fait entendre la bonne. Attendez, je vous fais... Non, non, c'est pas la bonne ou la mauvaise. Oui, enfin, oui, celle que tu m'as demandé. C'est celle-là. Donc, quand on ouvre une partition, vous avez la nomenclature, c'est-à-dire les instruments que le compositeur va décider d'utiliser. Vous avez la tonalité, ici une tonalité mineure, donc plus sombre ou plus triste ou plus angoissée ou plus... Alors après, c'est toujours, est-ce que c'est l'acquis ou le... Il y a des lois dans la nature, comme les nombres d'or, comme tout ce qu'on sait de Fibonacci, etc. En musique, il y a les harmoniques. Quand vous jouez une note, je vais prendre quoi, ça? Vous entendez cette note, mais elle est constituée de ce qu'on appelle les harmoniques. Par exemple, si j'appuie sur l'octave, une octave plus haut, vous l'entendez résonner. Et si je joue une autre, un sol, vous entendez la résonance dans la salle? Et donc, c'est-à-dire que il y a un nombre de vibrations. Si vous avez une corde, par exemple, vous appuyez sur le milieu de la corde, vous aurez une octave plus haut. C'est les lois de la nature, et puis ça. Et donc, dans cette note-là, on entend toutes ces notes-là, qui résonnent, si je vous joue tout d'un coup ça, écoutez, il n'y a pas de résonance par rapport à ça. Vous entendez la différence? Donc c'est pas naturel d'avoir ça. Donc ça crée un trouble, une instabilité. Donc quand on a... Ça raconte pas du tout la même chose que si c'était... Là, on est sous un soleil radieux, là. Comme quelqu'un qui bégaye, qui n'arrive pas à sortir son... Et puis tout d'un coup, ce grand saut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le rythme qui compte. Ta-ta-tam, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Ce rythme saccadé qui va créer ce sentiment d'insécurité. Il y a en plus chez Mozart, il écrit allegro molto,
c'est-à-dire non pas rapide, mais très rapide. Alors, ce n'est pas Ayrton Senna de faire ça à 305 à l'heure ou à 200, je ne sais combien. C'est le sentiment qui va donner le tempo et non pas le contraire. Et donc, il y a cette urgence, tellement urgente qu'on en bégaye parce qu'on veut aller plus vite. Il y a la structure de la musique. Tu peux remettre ça le même? Oui, le même, hein? Oui. Harnoncourt, oui. Tu peux le remettre? En musique, il y a ce qu'on appelle des carrures. Alors, attends. Souvent par 4. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ou frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ça va souvent par 2, 3, 2, 4. 3, c'est plus incertain, plus angoissant, parce que quand vous dansez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous êtes toujours sur le mauvais pied. Alors que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on a ce sentiment de stabilité. Donc là, on a ce qui peut marcher, mais ce qui est... Attends, tu peux refaire, tu peux expliquer ce que tu fais avec tes mains, là, ça c'est 1, 2, 3, 4. Donc, les débuts de l'œuvre. Pam. C'est pas complètement faux, mais il y a quelque chose de très statique. Quand on chante, on se chante intérieurement le thème, on a envie de faire c'est-à-dire 1. Ça paraît beaucoup plus juste, non? Oui? Oui. Donc ça veut dire que la musique, en fait, l'œuvre commence non pas sur un premier temps, une première mesure affirmée, mais en plein milieu. Parce que du coup, si on ne commence pas par le 1, si on veut que le 1 soit on est obligé de commencer sur le 3. 3. C'est-à-dire que vous commencez à entendre alors que ça a déjà commencé. Donc ça crée ce sentiment d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... Je parlais justement des harmoniques. Mais ça va aussi bien avec le « on a gagné ». En musique, c'est la tonique et la dominante. Donc, vous sentez tonique, vous êtes dominant, vous avez dominé, vous avez gagné votre match. Là, chez Mozart, il n'y a non pas le début, mais il y a ce qui n'a rien à voir. Parce que là, on est assis. Là, il manque quelque chose. Et donc, ça va, ce manque de la dominante crée de lui-même ce sentiment d'insécurité et qui va être après résolu. Lorsqu'on arrive sur le 1, on a enfin les 3 notes de la gamme. Donc on a la tonalité mineure, on a la structure, on commence sur une 3e mesure, il nous manque la dominante, on a ce rythme saccadé, tatatam, papapam, papapam, pam. On a cette mélodie qui bégaye, tadaram, padaram, padararim. Tous ces éléments-là rendent, comment dire, vous ne pouvez pas en ignorer un seul, sans quoi
l'image ne serait pas complète. Une fois qu'on a intégré tout ça, il n'y a pas besoin de l'interpréter, il n'y a pas besoin de faire l'interprète, il faut rendre tout ça, il faut le rendre lisible, et donc ne pas stabiloter un des éléments parce qu'on le sent mieux comme ça. Peu importe qu'on le sente mieux, ce qui est important, c'est de jouer Mozart. Merci. Mais on peut prendre n'importe quel mouvement de cette œuvre ou de n'importe quelle œuvre, en fait. Là où la musique n'est pas géniale, c'est quand justement il manque des éléments. Alors, quand tu es face à ton orchestre et que tu dois aborder, par exemple, cette symphonie ou Péléas, qu'est-ce que tu dis aux musiciens? Est-ce que c'est un travail technique ou c'est un travail comme celui que tu nous présentes là? Comment tu travailles? Non, les musiciens, il faut qu'ils jouent. Donc, non, ils ne sont pas là pour prendre des leçons d'analyse musicale. C'est pas le propos. Par contre, même si chacun d'entre vous n'est pas expert en mode lydien, éolien, phrygien, mixolydien, le début de Péléas, on sent ça, non? On sent il était une fois. Si profond. Donc, c'est de faire ressentir, et alors là, je ne sais pas, ça reste mystérieux pour moi. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, d'abord des musiciens, un groupe vient avec vous, et je ne sais pas si c'est la même chose pour toi avec des comédiens, mais plus on connaît une œuvre, plus on l'a intégré, plus on en a intégré justement chacun des aspects, plus on peut laisser jouer les musiciens. Et donc il n'y a pas un temps, qui est, comment dire, qui est juste. On se dit, ça c'est le temps juste de cette œuvre-là. Le tempo, tu veux dire là? Oui. Ah ben non. Ça dépend de l'acoustique, ça dépend des musiciens, ça dépend de l'hygrométrie, ça dépend de tout ce qui fait qu'un jour est particulier. Alors c'est toujours à peu près, mais c'est ce je ne sais quoi et ce presque rien dont parlait Yankelevitch, c'est ce qui fait toute la différence. Si on n'y prête pas attention, c'est à peu près la même chose. Quelle est la différence pour toi lorsque j'allais dire retravailles, mais peut-être, enfin, lorsque tu fais entendre une œuvre que tu as déjà dirigée plusieurs fois, avec une œuvre que tu diriges pour la première fois? Comment se passe surtout comment tu abordes une œuvre que tu as déjà, mettons, que tu as déjà fait entendre? Je sais pas, par exemple, si tu devais refaire Péléas et Mélisande demain, aujourd'hui ou demain, mettons, avec toutes les questions que Péléas et Mélisande soulèvent aujourd'hui, par exemple, la place de Mélisande dans l'œuvre, le fait que Mélisande a si peu de texte. Par exemple, cette phrase qu'il y a à la fin de Mélisande, de Péléas et Mélisande, lorsque Arkel dit à Golo, ce n'est pas de votre faute. Alors que c'est de sa faute, il a tué Péléas, il a frappé Mélisande. Aujourd'hui, cette phrase-là, on ne l'entend pas nécessairement de la même manière quand on regarde la place de Mélisande dans l'œuvre. Supposons qu'aujourd'hui, tu dois faire entendre Péléas et Mélisande. Comment tu aborderais ces questions-là? Mais le premier des dramaturges dans un opéra, c'est le compositeur. Le Eugène Onégine de Pouchkine n'a rien à voir avec... Enfin, plutôt, l'Eugène Onégine de Tchaïkovski n'a rien à voir avec l'Eugène Onégine de Pouchkine. Le Faust de Berlioz n'est pas le Faust de Goethe, ou celui de Gounod non plus. Je dirais même le Péléas et Mélisande de Debussy
n'est pas celui de Maeterlinck. C'est une pièce de théâtre, ce n'est pas un livret d'opéra. C'est une pièce qui est destinée à être parlée, à être dite, pas à être chantée. Alors c'est ce qui a rapproché d'ailleurs esthétiquement Debussy et Maeterlinck. Debussy disait que le problème à l'opéra, c'est qu'il y a toujours trop de musique. Et je vois très bien ce qui... Là aussi, ça rejoint l'interprète. Et peu importe que ce soit de la musique française ou de la musique italienne, la bohème, l'œuvre la plus expressive, la plus bouleversante. Mais une fois qu'on a enlevé toutes ces couches, toutes ces strates de crème chantilly, je veux dire, si on prend... Pardon, c'est plus simple au piano pour moi. Mais vous voyez l'air de Mimi tellement connu. Pardon. Je le joue exprès de manière un peu boursouflée, mais si on prend simplement sans affect, avec sensibilité quand même, on analyse qu'est-ce qu'on a. On a quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui est en train de perdre ses forces, et donc comment on perd ses forces en musique. Alors il aurait pu écrire ça marche moins bien quand même pour vous. Et puis quand on perd ses forces, quand on glisse doucement. Juste une gamme do mineur. Mais elle ne veut pas mourir. Donc, elle essaie de s'échapper, mais... Et puis on descend. Et encore... Elle essaie, mais à chaque fois retombe. Donc l'ossature, la structure de cette mélodie, c'est juste ça. C'est d'une simplicité miraculeuse. Mais justement, si on veut jouer à l'interprète, comme je l'ai fait avant, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus, on ne peut plus l'entendre. Donc, plus on est simple, plus on est direct, plus on peut toucher directement à l'âme, mais de la manière la plus... Donc, oui, en fait, c'est comme dans... Je me réjouis de voir ton Péléas, mais un des drames de Péléas, c'est que, comme beaucoup d'interprètes veulent justement l'interpréter, ce texte qui est tellement fragile, je veux dire, on en fait vite des phrases de calendrier. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, ce genre de choses. C'est très facile de se moquer de Maeterlinck. Mais quand on le dit de la manière la plus simple, ou je sais pas, ou Péléas qui dit « il y aura mauvaise mer cette nuit », c'est terrible, parce que ça devient de la météorologie, ou ça devient, on voit, alors que si... Il ne fait rien de cela, simplement s'il le dit, il y aura mauvaise mer cette nuit. Ben, on comprend ce qui va se passer. Mais parfois la salle est trop grande, ou alors l'orchestre est trop fort, donc il faut que le chanteur puisse passer par-dessus. Tu vois, par exemple, justement dans cette scène-là, il y a une phrase que Hugh Montag, qui est l'interprète de Péléas, on s'est cassé un peu la tête là-dessus parce qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était écrit comme ça musicalement. C'est quand il y a Mélisande qui demande c'est quoi ces lumières qu'il y a là-bas, et c'est un phare. Ouais.
et c'est moi je serais incapable de le faire, mais c'est hurler. Hein. C'est un phare. Et je me dis, pourquoi il le dit comme ça? Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi il ne répond pas simplement c'est un phare? Pourquoi il dit, t'imagines, moi, dans la vie, si je veux dire, c'est quoi? Je dis, ben, c'est un phare. Mais c'est quoi cette expression? Cette exaltation qui monte. Mais c'est pas de hurler. C'est l'exaltation qui fait qu'on le chante plus haut. Après, c'est très simple. Hein, Péléas et Mélisande, ça a été écrit et re-orchestré sans arrêt par Debussy pour la salle de l'Opéra Comique. Là, pardon, je prêche pour ma paroisse. Mais et c'est une salle toute petite. Enfin, c'est une salle une salle de théâtre. Où vous n'avez pas besoin justement de projeter. Oui, oui. Vous pouvez murmurer, on entend tout, on ressent tout. Et donc Debussy avait ça en tête. Il avait la salle en tête quand il a écrit, tu penses? Quand il l'a orchestré. Il l'a écrit au piano d'abord, et puis il l'a réorchestré. Il y a des... As-tu aimé Péléas? Lorsque Golo demande à Mélisande, mais voilà, as-tu aimé? Et elle dit, mais oui, je l'ai aimé, où est-il? Je crois qu'il y a 5 ou 6 orchestrations différentes, et Debussy s'est arrêté parce qu'il est mort. Pas parce que cette phrase de Valéry qui est tellement juste, surtout pour des œuvres comme ça, en disant qu'une œuvre d'art n'est jamais achevée, elle est abandonnée. Mais après, pardon, on va pas. Mais You, formidable chanteur, formidable Péléas. Moi, il y a une chose que je dis toujours aux chanteurs. Et je vous jure que ça marche. Je dis, si vous trouvez que l'orchestre est trop fort, chantez moins fort. Parce que si vous chantez plus fort, ils n'ont aucune raison de jouer moins fort. Et alors ça devient cette course... Mais tu crois que Debussy n'aurait pas orchestré de la même manière si ça avait été à Bastille? Est-ce qu'il aurait écrit autrement? Est-ce qu'il aurait... Il aurait réorchestré différemment, oui. Différemment, oui. Oui, sans doute. Donc après, il écrit... les compositeurs, de toute façon, orchestrer une œuvre, ça prend tellement de temps qu'en général, beaucoup de compositeurs composaient au piano. Après, ils faisaient entendre leur œuvre au directeur d'opéra. Et puis lorsqu'ils avaient une commande, alors ils l'orchestraient. Ok. C'est souvent comme mais ça, alors, ça veut au dire XIXe siècle. Le compositeur est vraiment beaucoup plus que... Enfin, c'est incomparable par rapport à un auteur, est beaucoup plus à la merci du chef. Il est beaucoup plus à la merci du chef que... c'est un peu comme un texte de théâtre avec un metteur en scène. C'est-à-dire que... Et encore, le texte de théâtre peut être lu par le commun des mortels. Musset a écrit à un moment donné, il en a eu marre de toutes ces... Musset, à un moment donné, s'est vraiment fatigué parce qu'il en avait marre d'écrire des pièces qui ne pouvaient pas être mises en scène comme il l'imaginait. Donc il a développé ce fameux théâtre dans un fauteuil, c'est-à-dire dans un théâtre qui n'était plus fait pour être mis en scène et monté, mais être fait pour lire. Donc ça donne Lorenzaccio. Quand il monte Lorenzaccio, je ne sais plus c'est à quelle scène, de quel acte, mais il y a une didascalie absolument extraordinaire entre les 40 Strozzi. Bon, les 40 Strozzi, tu n'as pas un théâtre qui avait ça, même encore aujourd'hui. Chaque fois qu'on va voir Lorenzaccio, moi j'ai toujours hâte de voir combien de Strozzi va rentrer. Ça te montre le budget du théâtre, tu vois. Parce que parfois, tu en as 3 qui rentrent, c'est les 40 Strozzi. Mais parfois, ils sont 12. Alors tu dis, ah ouais, c'est un gros budget, mais il n'y en a jamais 40. Donc il a écrit toute une série de pièces parce il voulait faire comme Shakespeare, il voulait faire des pièces shakespeariennes, mais il n'avait pas les moyens, les théâtres n'avaient pas les moyens, donc il a écrit pour que ça soit lu. Mais un compositeur, par exemple, qui décide de faire Wagner, de dire tiens, moi je vais être wagnérien, je vais faire des œuvres de 6 heures, et qui passe 20 ans de sa vie à les composer, et qui se retrouve donc en partition avec des notes. Il donne ça à un chef qui dit « Ah, mais j'adore ton œuvre, je vais la mettre en scène. » Oui, c'est ça, je vais la mettre en scène. C'est le même travail. C'est le même travail. Mais il est beaucoup plus à la merci, alors.
de l'interprétation, du temps, de la manière de faire? Aujourd'hui, peut-être, mais c'est marrant, j'ai trouvé tout à fait par hasard chez Emmaüs, il y a longtemps maintenant, il y avait un exemplaire du Figaro de 1900, pas beaucoup, avec en dernière page la dernière composition de Claude Debussy, La plus que lente. Et donc vous achetiez le journal et puis vous pouviez jouer chez vous, parce qu'à l'époque, c'est évidemment, partition. C'est la partition. Oui. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus séduisant d'écouter du Wagner sur votre chaîne avec toutes les fonctions de surround, de je ne sais quoi, parce que vous avez une opulence de son qui remplacera d'ailleurs jamais la sensation directe du son. Et donc, c'est beaucoup plus facile que de le jouer au piano. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Et donc, le seul moyen de découvrir des œuvres, c'était de les jouer. J'ai un ami qui m'a dit, je risque de raconter des bêtises, mais je crois qu'à Berlin, il y a 100 ans, il y avait, je crois, 80 facteurs de piano, quelque chose. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, on vend des Steinway, des Yamaha, suivant le budget. Et, ça faisait partie de la vie. Dans chaque maison, il y avait un piano. Et puis, c'est comme ça qu'on apprenait d'ailleurs le répertoire. Dans la famille, alors s'il y avait 2 pianistes, vous jouiez à 4 mains. Vous trouvez ça justement chez Emmaüs, etc. Toutes les symphonies de Beethoven, de Haydn, de Mozart, de Schumann, de Brahms, de Tchaïkovski, réduites pour piano à 4 mains. Puis un jour, il y avait un ou une des deux qui jouait le haut. Après, ils s'échangeaient. Il y avait un rapport beaucoup plus direct, mais comme lorsqu'on lit une pièce de théâtre. Maintenant, trop souvent, on découvre et on aime des œuvres en les découvrant par une interprétation, justement. Ce qui fait que vous allez au concert et après vous dites « Oh, ça c'était très rapide ». Mais très rapide par rapport à quoi? Par rapport au disque que vous aimez tellement, mais par rapport à une interprétation. Vous n'avez pas le lien direct. Et alors, est-ce que plutôt de quelle manière le caractère culturel influence les écritures musicales, par exemple? On parle de la musique française ou de la musique italienne. Pourquoi est-ce que être français fait en sorte qu'on n'écrit pas de la même manière que si on est italien ou anglais ou russe? De quelle manière le caractère culturel, le caractère influence l'écriture chez les compositeurs? Comment est-ce que toi, comme chef, tu arrives à les lire si tu dois monter un français comme Debussy ou Chopin, ou bien si tu dois monter un Brahms ou un Mahler? J'essaye de ne pas être trop influencé par tout ce qu'on sait des compositeurs, mais c'est l'œuvre qui est importante. Qu'est-ce que nous raconte l'œuvre? Après, c'est vrai je suis né en Alsace, et en Alsace, donc on a cette double culture germanique et française. L'art sacré en Allemagne, c'est la musique. L'art sacré en France, c'est pas du tout la musique. C'est la littérature, c'est la peinture. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compositeurs extraordinaires en France, mais très souvent, ils vont s'inspirer d'un tableau, d'un paysage, d'une histoire. La symphonie fantastique. Mais il y a très peu de symphonies numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et même la symphonie numéro 3 de Saint-Saëns, c'est la symphonie avec orgue. Donc orgue, c'est un instrument d'église, donc il y a une dimension sacrée. En plus, le thème dominant est le dies irae. Mais c'est une symphonie, donc c'est une œuvre profane.
Donc ça raconte déjà quelque chose de plus que la musique. Et puis après, la mer, le prélude de l'après-midi d'un faune, la valse, pli selon pli, etc., etc. Il y a très rarement symphonie. Il y a besoin de nourrir son imagination par autre chose que de la musique. Après, il y a de la musique dramatique, il y a de la musique tragique, il y a de la, qui va raconter tout à fait autre chose. Si on prend... pardon. Là, on n'est plus dans la musique française, mais la musique dramatique. Quand vous écoutez Don Giovanni, on est plongé immédiatement dans le drame. On voit les enfers, on a ce cri, etc. Si on prend exactement la même tonalité, Alceste de Gluck. Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est effrayant? Non, rien de tout ça. C'est juste, ça nous élève, ça nous fait parler musicalement plus haut, mais ça ne décrit rien. Ça nous invite à plus haut. Et comment est-ce que la compréhension que tu as de la musique, surtout sur cette idée de comment dire, de ne pas interpréter, de ne pas en rajouter, de ne pas en remettre, en fait, comment cette façon-là de voir les choses t'amène, toi, à intégrer ces éléments dans ton rapport au monde? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça devient une métaphore de la manière de diriger un théâtre, enfin là dans ton cas un opéra comique, dans le rapport à des équipes, dans le rapport à l'orchestre, ne pas en rajouter, de dire les choses simplement, de dire les choses au bon endroit. J'essayais beaucoup dans la leçon de parler de la notion de mesure, d'être au bon endroit, ni plus, ni pas faire excès d'orgueil, ni excès d'humilité, d'être au bon endroit, c'est ce que j'entends quand tu dis faire entendre l'œuvre. Mais alors, est-ce que ça implique pour toi une façon de vivre différente? Est-ce que ça t'amène à... Oui, sans doute. De quelle manière? De quelle façon? D'abord, un orchestre, c'est souvent la métaphore d'une société idéale. Vous ne pouvez pas faire de musique si vous n'écoutez pas les autres. Et donc, soit ce que vous allez jouer va être une réponse, soit un soutien, soit une opposition, mais il faut un lien. En ce moment, on vit dans un monde où justement les gens ne s'écoutent plus, ou s'invectivent, enfin, le dialogue est extrêmement difficile pour plein de raisons. Dans un orchestre, c'est impossible. Et c'est ce qui fait la différence entre les notes et la musique. Et donc il y a ce dialogue permanent, et le travail du chef d'orchestre, c'est de créer les conditions de ce dialogue. Mais après, c'est la même chose dans la vie. Et puis c'est une chose tellement mystérieuse. Moins vous connaissez une œuvre, tu parlais une œuvre que tu as beaucoup dirigée, une œuvre que tu découvres, c'est une chose de la voir là, et puis de la voir dans le corps. Et plus on a on la vit, elle nous remplit, plus vous pouvez laisser de l'espace aux musiciens. Souvent, les musiciens vont être reconnaissants, presque, au chef d'orchestre, parce qu'il les a laissés jouer comme il voulait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, la direction dans laquelle vous les emmenez doit être tellement claire, tellement rassurante,
que les musiciens pourront s'exprimer, mais dans cette direction-là. Je répète souvent, parce que c'est une phrase que j'ai trouvée incompréhensible lorsque... C'est Georges Prêtre, grand chef d'orchestre français, celui qui a enregistré Carmen avec Callas, etc., enfin, grand chef d'opéra symphonique, qui m'a dit, mon cher collègue, la direction d'orchestre, c'est très simple, il faut imposer votre interprétation, il faut laisser jouer les musiciens. Et donc je me disais, soit on impose, soit on laisse faire, mais on ne peut pas... Eh bien si, plus vous savez où vous voulez aller, plus il y a quelque chose d'alchimique qui fait que les musiciens iront dans cette direction-là sans avoir besoin de parler. Les musiciens détestent qu'on parle. Qu'est-ce que tu imposes quand tu arrives? Tu dis, OK, là, je vais imposer pour leur laisser la possibilité de... Mettons, si on prend Mozart ou si on prend, mettons, cette œuvre de Mozart ou Péléas ou Tristan ou Isolde, peu importe, et tu dis, tiens, voilà, tu arrives et tu vas leur imposer. Tu leur imposes quoi? Tu leur imposes une... Je leur impose de jouer ce qu'a écrit le compositeur. Par exemple, oui. dans le premier extrait que tu as donné, là-bas, c'était... C'est pas ce qu'a écrit Mozart. Mozart, il a écrit... Donc, je vais leur imposer de jouer pas trop long. Je vais... Donc, ce que tu imposes, c'est des choses très, très concrètes, très techniques. En fait, c'est pas moi qui l'impose, c'est Mozart qui l'impose. C'est Mozart qui le demande. Mais toi, tu le lis. Toi, tu lis moi, ça. Je le lis. Alors, chacun le vivra différemment, oui. mais une noire, c'est une noire, et une blanche, c'est une blanche, et une croche, c'est une croche. Et deux croches valent une noire. Enfin... Et donc, c'est ça que tu leur rappelles? Oui, les musiciens, ils ont surtout pas envie que tu aies des discussions philosophiques sur le pourquoi, du comment. Oui. Ça les ennuie, ça les effraie et ça les aide pas. Mais ce que tu dis, ça semble être... C'est comme si moi je disais, c'est comme si tu me posais la question, qu'est-ce que tu imposes? Et je dis, moi, ce que j'impose aux acteurs, c'est qu'ils disent ce qui est écrit, le texte. Oui, mais ta conférence, si moi je la lis, oui. Je lirais exactement le même texte et j'étais fasciné, c'est de la musique ce que tu faisais. Tout d'un coup, il y avait ces crescendo, ces accelerando, puis tout d'un coup, ces temps de suspension. Non? C'est de la musique. Et ça nous prend. Alors, est-ce que tu nous imposes ça? Non, mais ce que je veux dire, tu nous emmènes. Ce que je veux dire, excuse-moi, c'est juste parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Et voilà, moi j'arrive à un texte, je dis aux acteurs, voilà, vous lisez le texte. Voilà, apprenez ce texte-là. Alors, ouais, ça arrive, je dis non, j'ai pas écrit s'en aller, j'ai dit partir. J'ai écrit ça, j'ai pas écrit s'en aller, j'ai pas écrit je veux m'en aller, j'ai écrit je veux partir. Ok, donc juste ah oui, pardon, excuse-moi. Donc voilà. Donc, entre le par cœur et le texte, parfois il y a des écarts et l'assistant, l'adjoint, moi, enfin, on passe notre temps à rappeler les écarts pour que l'acteur dise exactement ce qui est écrit. Mais ça, c'est normal. Enfin, tout le monde est d'accord avec ça. Ce que tu dis quand tu dis « j'impose qu'il joue ce qu'il y a dans la partition », c'est comme si c'était exceptionnel. C'est comme si tu disais quelque chose qui était quelque chose que tous les chefs d'orchestre ne font pas. Est-ce que c'est ça? Quand tu dis « je leur impose de jouer ce qui est écrit », qu'est-ce que ça veut dire quand c'est de la musique, de leur imposer ce qui est écrit? C'est d'être méticuleux, c'est d'aimer tellement cette œuvre que si on fait le début de l'accompagnement, si on fait bah c'est pas la même chose. Okay. Ça va donner une autre, ça va transformer l'image. Oui. Et c'est à toi, comme chef, quand tu es au pupitre et que tu es en train de répéter, je dis bien tu es en train de répéter,
C'est une question très très concrète. Pour une œuvre comme par exemple la 40e de Mozart, tu arrives dans un orchestre, tu es un chef invité, mettons, dans un orchestre prestigieux, peu importe lequel, mettons, voilà, et tu as combien de temps avec l'orchestre? Ça dépend. Aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de temps parce que time is money. Mais du coup, les musiciens... Qu'est-ce que ça veut dire, pas beaucoup de temps? Moi, pas beaucoup de temps, c'est 8 semaines. Ça, c'est ça. Moi, pas beaucoup de temps, c'est 8 semaines. Quand je dis, oh là là, j'ai pas beaucoup de temps pour faire la pièce, ça, c'est 8 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire, pas beaucoup de temps? Alors, aux États-Unis, pour monter un programme, beaucoup de temps, ça veut dire 2 jours. Pas beaucoup de temps, mais après, c'est le modèle économique. Enfin, c'est tout le modèle artistique qui est lié au modèle économique. L'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, par exemple, fait des programmes absolument extraordinaires, ambitieux, un festival Andriessen, Louis Andriessen, parce qu'en été, ils ont le Hollywood Bowl, où ils jouent les œuvres les plus connues du répertoire devant 18 000 personnes. Donc, c'est ce qui leur permet de jouer devant des salles moins pleines. Mais pour ça, vous avez une répétition le matin. Mais alors attends, tu arrives devant l'orchestre, tu leur dis quoi? Comment t'imposes? Tu vas imposer, tu dis j'impose pour qu'ils puissent, parce que je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un mantra, cette phrase que tu nous as offert. Tu imposes et l'orchestre. Oui, c'est pas de moi, hein. C'est de Georges Prêtre. C'est vraiment très beau. Et au fur et à mesure de la vie, on se rend compte que dans le fond, il y a plus de 1000 possibilités. Oui. Si on veut qu'il y ait tout ensemble, il n'y a plus qu'une possibilité, mais comme à chaque fois elle est donnée par des gens différents, ça sonnera différent, des musiciens différents, des chefs différents. Donc qu'est-ce que tu fais en une journée, en une matinée? Tu vas faire comment tu vas faire D'abord, il faut les rassurer. Okay. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui va pas les planter au premier virage, qui connaît l'œuvre aussi bien qu'eux. Oui. Au moins aussi bien. Eux ils ont juste leur partie, sur leur partition. Ce n'est pas la partie de tout le monde, autrement ils passeraient leur temps à tourner les pages. Donc ils n'ont que leur partie. C'est de créer justement ces conditions de dialogue. Et puis après, c'est autre chose. Quand tu as 8 semaines, moi aussi j'ai 8 semaines ou 6 semaines quand on monte un opéra, c'est de l'orfèvrerie. Oui. Quand vous avez, alors je ne sais pas, les théâtres en Allemagne ou dans les pays germaniques, à l'opéra, ce sont des théâtres de répertoire, eh bien vous n'avez même pas une répétition. Moi, la première fois que j'ai dirigé à l'Opéra de Vienne, la Bohème justement, j'ai eu 0 répétition. Mais tu fais quoi? T'arrives et... Ben, c'est un rapport... Ça veut dire que tu arrives, il y a du public, et oui. L'orchestre est là, oui. Tu montes sur le pupitre et tu fais attention, et on y va, quoi. Oui, ça? Mais c'est le Philharmonique de Vienne. Ok, oui. Et puis d'ailleurs, je me souviens très bien, je veux dire, vous faites vos débuts à l'Opéra de Vienne, c'est quand même très très impressionnant. Donc vous arrivez suffisamment en avance. On vient frapper à votre porte, il y a quelqu'un en bleu de travail qui vient, qui dit voilà, il faut que je mesure la hauteur de votre pupitre. Donc c'est la première fois de ma vie, la première fois que je rentrais dans cette fosse d'orchestre, c'était avec quelqu'un qui allait mesurer la hauteur du pupitre. Et puis après, j'ai dit est-ce que je pourrais rencontrer le violon solo, le concertmeister? Et il me dit non, mais vous inquiétez pas, il connaît son métier. Je dis oui, mais je voudrais juste le saluer, quoi. Non, pas la peine. Et bien, ce qui est étrange, j'ai dirigé beaucoup de Don Giovanni, Les Noces de Figaro, La Bohème, Traviata, Eugène Onégine, 0 répétition. J'ai eu une nouvelle production, La Clémence de Titus, avec un temps normal de répétition, et ben c'était pas ce qu'il y avait de mieux.
c'est l'immédiateté, l'urgence, le danger. Là, il faut attacher sa ceinture de gens que vous n'avez jamais vus. Si, moi, je les avais vus à la télévision, au concert du Nouvel An, etc. Donc, vous reconnaissez des visages. Et alors, ça laisse peu de place au risque, parce que soit vous faites ce à quoi ils sont habitués et ils vont trouver que vous n'avez pas de personnalité, soit vous faites autre chose et ils se disent mais c'est quoi, il ne connaît pas l'œuvre, il fait n'importe quoi. Mais entre les deux, il y a un monde. Comment tu te prépares? De quelle manière alors tu te prépares? Est-ce que tu écoutes d'autres interprétations ou tu ne fais que lire la partition et En général, j'apprends une partition en la lisant, et puis quand je l'ai cernée, dégrossie, j'écoute des interprétations différentes. Puis il y a toujours, on ne va pas faire le malin, hein, on ne voit pas tout de suite. Donc c'est toujours bien de se hisser sur les épaules de gens qui ont, eux, des milliers d'heures de vol avec cette œuvre-là. Et vous pouvez tout d'un coup découvrir des choses et rajouter dans la palette de couleurs que vous avez. Par contre, si vous apprenez des œuvres par des enregistrements, ben, tu seras comme celui ou celle qui ira au concert et dira tiens, ça c'est vite, ou ça c'est trop lent, ou ça c'est... parce qu'on s'habitue à une interprétation. C'est comme si un comédien apprenait, je ne sais pas, l'avare, juste en regardant les vidéos de la Comédie Française. C'est inconcevable. Oui, oui, oui. Et bien en musique, c'est pareil. Oui, oui. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est simple. Comment? C'est simple, Oui, en fait. oui. Non, j'entends, c'est très bien. Est-ce que, voilà, on va peut-être passer à une période de questions. Si jamais vous avez envie de poser des questions, il y a des micros qui sont dans la salle. Donc ça peut être des questions sur tout ce que Louis vient de nous dire, ou alors sur la leçon qui a précédé, c'est comme vous voulez. Voilà. Mais ce que je vous ai dit, vous le savez déjà. Je ne vous ai rien appris, là. Peut-être que j'ai mis des mots parce que c'est mon pain quotidien. Donc j'ai peut-être verbalisé des choses que vous ressentiez confusément, mais dans le fond, puisque la musique, c'est l'expression de la vie, puisque lorsqu'une œuvre nous touche, pourquoi elle nous touche? Parce qu'elle parle de nous, donc on sait déjà. Mais dans le rapport entre guillemets d'abstraction, tu vois, c'est-à-dire que les mots, quand je dis voilà, il était une fois un éléphant bleu qui se promenait dans la forêt, on voit au fur et à mesure la phrase que je dis. La musique raconte, mais pour des esprits qui vont à l'école où on leur dit 1 + 1 = 2 et ne fait pas de faute d'orthographe, etc. Mais la musique, oui, oui. Et très vite, on se sent largué, on a peur de ne pas comprendre, ce qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais non, mais il faut que tu ressentes, oui, mais je ne sais pas comment ressentir, ça m'ennuie, c'est long, comment je fais, etc. Oui, mais parce que la musique, c'est un langage de sensibilité, ça ne va pas décrire un éléphant bleu, ça va raconter l'émerveillement ou la peur ou ce que vous voulez. Mais la musique n'est pas philosophique, même ainsi parlait Zarathustra. La musique n'est pas politique. Est-ce que la mère de Debussy, c'est plutôt centre droit ou gauche? Non, c'est un langage de sensibilité. Donc ça nous raconte, oui, soit un état, soit un sentiment. Mais elle peut être utilisée par la politique. La musique peut être instrumentalisée, même violemment, par la politique. Oui, mais ça la dénature, bien sûr qu'elle l'est. Oui, oui. On a entendu sous tous les régimes la 9e de Beethoven.
Et puis, mais voilà, c'est pas Beethoven. Et comment tu penses, comment réouvrir les sensations de ceux qui ont peur de la musique à la musique? Là, quand je dis la musique, je parle de la musique, voilà, la musique classique. Comment réouvrir la sensation, faire en sorte que tout ce que tu nous as raconté au piano, qui tout à coup devient tellement beau et limpide et audible et perceptible, et en effet, on le reconnaît en nous. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous ces rapports-là d'écriture, de création, un univers tellement profond qui est celui que tout le monde peut comprendre, qui est la musique, qu'est-ce qui fait qu'il devient difficilement accessible pour tant de gens? Il faut s'y prendre jeune. C'est l'éducation. Moi, j'ai mon tout premier orchestre, il y a plus de 30 ans, l'orchestre de Picardie. On allait dans des écoles, et puis des tout jeunes. Mais je veux dire, quand ils parlaient de ce qu'ils ressentaient en écoutant telle et telle œuvre de Lutosławski ou de Mozart, il n'y avait pas de... Ça, c'est de la musique classique, ça romantique. Moi, je préfère le néo, je ne sais pas quoi. Et puis, il y avait une précision de la pensée et qui rejoignait complètement... et il le vivait. Je me souviens, le deuxième thème de la... On ne l'a pas là. Le deuxième thème de la 40e de Mozart. C'est une seule mélodie, mais qui est reprise par plusieurs groupes d'instruments. Et donc, il y a toutes ces couleurs différentes. Et plus il y a de couleurs, plus il y a de richesse, plus il y a de dialogue. Et il y avait un enfant, mais je ne sais pas, il avait 6 ans, d'origine africaine, qui disait « Ah, mais alors c'est comme dans la vie, c'est comme la couleur de la peau. » Et il disait ça simplement. Bah oui, mais tout d'un coup, il vivait il vivait Mozart, là. Il le vivait au travers de ce que ça lui racontait, lui. Mais c'est l'éducation, c'est ça qui est terrible. On parle souvent des théâtres, des orchestres, etc. C'est le dernier maillon de la chaîne, là où tout est possible, là où le merveilleux, l'émerveillement de la découverte d'une œuvre, et surtout au travers de cette œuvre, de nous-mêmes, c'est au début, c'est pendant l'enfance. Tu parlais justement de l'enfance, l'adolescence. C'est avoir sa première expérience d'opéra à 20 ans, pas évident. Tout à fait. À 6 ans, vous allez voir la flûte enchantée, vous ne vous dites pas, tiens, il chante, ou alors est-ce que le contrute est bien... vous êtes émerveillé voilà. Non, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc on va passer aux questions. Oui.